Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pédagogique. On va parler offre, on va parler demande, on va parler volume, on va essayer de voir un petit peu comment tout cela fonctionne, comment on peut essayer d'observer les contractions des volumes, l'expansion des volumes, ce qu'on appelle les pics de volume, enfin voilà. La relation entre le prix, l'offre et la demande et les volumes qui sont finalement la base et le plus important sur les marchés financiers. Avant de commencer, on fait les 100 likes, ça me ferait plaisir. Je continue comme ça de vous faire des vidéos pédagogiques assez poussées, assez qualitatives, qui me prennent du temps. Donc on atteint les 100 likes s'il vous plaît. Petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez envie de parler, s'il y a des choses qui ne vont pas, que vous ne comprenez pas, ou alors que j'ai pu me tromper, ça arrive. Et on est parti avec cette vidéo sur l'offre, la demande, les volumes et le prix. Allez. Avant de partir sur des choses un peu plus complexes, on va d'abord définir ce qu'est l'offre et ce qu'est la demande. Donc partons sur la définition de l'offre. L'offre fait référence à la quantité totale disponible pour un prix donné ou une fourchette de prix. Et donc cette offre, elle va émaner des entreprises ou des États qui, eux, ont besoin de financement. Okay. Donc ils vont émettre des titres financiers qui sont achetés à leur tour par les institutionnels, donc les professionnels, les investisseurs particuliers, etc. Okay. Donc ce niveau d'offre, c'est le niveau auquel vous pouvez acheter un actif à un courtier ou à un teneur de marché. Un teneur de marché, ça peut être un opérateur, une banque, enfin voilà. Et l'offre, et bien en fait, elle est légèrement supérieure au cours du marché. C'est ce qu'on appelle plus communément ask. Vous avez peut-être tous entendu parler du ask et du bid. En l'occurrence, l'offre est appelée ask, soit le cours d'achat. Donc, l'offre vendeuse, finalement, c'est le prix auquel les vendeurs sont prêts ou disposés à vendre. Et donc, c'est situé au-dessus, légèrement au-dessus du prix au marché. Donc vous avez des niveaux où les vendeurs se positionnent. A contrario, vous avez la demande, et donc la demande, ça fait référence finalement à la capacité d'investir pour un prix donné ou une fourchette de prix, et c'est le montant auquel vous pouvez vendre un actif à des particuliers, donc vous et moi qui achetons des actions par exemple, ou alors des hedge funds, des institutions. Donc le plus gros investisseur finalement, c'est pas le trader particulier, c'est pas l'investisseur particulier, mais ce sont évidemment les institutions, donc les investisseurs institutionnels. Le cours de vente est toujours légèrement inférieur au cours du marché, c'est ce qu'on appelle le bid, c'est l'inverse du ask et c'est le cours de vente. Donc si on doit récapituler ça, la demande acheteuse, c'est le prix auquel les acheteurs sont prêts ou disposés à acheter des actifs. Une fois qu'on a fait ces rappels, on va parler des volumes. Les volumes, ça peut s'apparenter, si vous voulez, à un compteur de contrats et celui-ci va comptabiliser finalement le nombre de transactions sur une période journalière, sur une période hebdomadaire ou peut-être même sur une période horaire. Et donc, il permet, ce compteur-là, de visualiser l'activité des opérateurs sur un actif. Donc, ça peut être une crypto-monnaie, une action, enfin voilà, ce que vous voulez. Et évidemment, plus le volume est important, plus l'activité et l'intérêt des opérateurs est importante. Okay. L'actif est dit liquide et permet de rentrer et sortir sans slippage si on a des gros volumes sur un actif. Si vous êtes un gros portefeuille et que vous avez énormément d'argent sous gestion, on peut rapidement être bloqué sur des actifs qui sont peu liquides. On ne peut pas rentrer et sortir comme on veut puisqu'il n'y a pas suffisamment de contrepartie. Rappelez-vous, la bourse, c'est qu'un jeu entre les vendeurs et les acheteurs, entre l'offre et la demande. Okay. Donc, s'il n'y a pas de contrepartie en face, vous ne pouvez pas sortir. Ça va de soi, c'est la logique et l'essence même des marchés financiers, c'est la contrepartie. Et donc, plus le volume est faible, moins l'activité et l'intérêt des opérateurs est importante, et l'actif est dit du coup moins liquide, voire illiquide, et c'est difficile de sortir et de rentrer en position si on a un gros portefeuille. On peut faire bouger violemment le titre, et nous, notre but, c'est pas de le faire bouger, c'est vraiment de surfer sur un marché qui est liquide et de grappiller une partie des capitaux investis. Rappelez-vous, on ne fait pas la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Nous, en tant que traders particuliers, c'est évidemment les institutions.
Et on va voir un petit peu plus tard comment déterminer l'offre et la demande grâce à ces volumes. Voilà, parce que je vous parle des volumes, je vous définis ce que sont les volumes, mais c'est important de comprendre que ça va nous retranscrire évidemment l'activité entre l'offre et la demande. Alors, parlons un petit peu des pics de volume. Les institutionnels, comme je vous le disais, font la pluie et le beau temps sur les marchés. Donc, ils peuvent se décider de soutenir un actif pendant des mois et des mois à la hausse, mais peuvent également finalement décider de sortir d'un titre et donc de prendre leur profit, ce qui va provoquer évidemment la chute et la correction du titre en question. Donc, ce sont les institutions qui font la pluie et le beau temps. Et les volumes sont là pour vous permettre de lire entre les lignes et comprendre finalement ce que font les institutions. Puisque les institutions ne vous envoient pas un petit recommandé ou un petit email en vous disant je sors de Apple ou je rentre dans Apple. Ça serait trop simple, puisque du coup on pourrait les suivre et profiter de leur flux de capitaux. D'ailleurs, les gens qui travaillent dans ces fonds d'investissement, mon frère travaille dans un fonds d'investissement américain, ils ont des clauses à respecter de non-investissement. Ils n'ont pas le droit d'investir dans une bonne partie des actions américaines parce qu'ils pourraient être considérés comme des initiés. Donc, évidemment, cette information, on ne l'a pas via écrit, on ne l'a pas sous forme d'email ou quoi que ce soit, de newsletter. On l'a simplement et on peut la deviner simplement grâce au volume. Et donc, le pic de volume vous donne cette information, que ce soit à la hausse ou la baisse, si les institutions rentrent sur le marché ou sortent sur le marché. Les institutions ont tellement d'argent sous gestion, tellement d'argent à investir, quand elles se décident d'investir, elles peuvent difficilement passer inaperçues. Donc elles laissent des empreintes. Et nous, c'est ces empreintes-là qu'on va essayer de détecter. Et ce que je vous disais, quand elles décident de rentrer ou sortir des montants assez astronomiques, sur un actif ou carrément une classe d'actifs, ça fait suite à la vidéo sur les rotations, viennent alors du coup les volumes. Volume haussier, volume baissier, volume anormaux, pic de volume. Et donc c'est ce qu'on va regarder juste ici. Donc les pics de volume en tendance haussière. On va observer sur cet actif, et je vous ai d'ailleurs noté tous les pics de volume ici avec des flèches, qu'il y a dans une tendance haussière beaucoup plus de pics de volume haussier que de pics de volume baissier. C'est un achat régulier, c'est signe d'achat régulier de la part des institutions, un flux de capitaux investis par les institutions pour soutenir cette classe ou cet actif en question. Et donc on voit que toutes les flèches vertes sont des pics de volume anormaux. Qu'est-ce qui est considéré comme anormal finalement en volume? C'est un volume nettement supérieur à sa moyenne mobile 20 ou 50 par exemple. C'est simple. C'est vous avez une moyenne mobile qui vous donne la moyenne des volumes sur X périodes. Si on est au-dessus, on est sur un volume anormal, qu'il soit haussier ou baissier. Et donc, je vous ai noté ici tous les volumes anormaux haussiers et baissiers. On voit nettement qu'il y a plus de vert que de rouge, signe que les institutions supportent le titre massivement. Évidemment, plus le ratio de supériorité par rapport à la moyenne mobile est important, donc entre le volume et la moyenne mobile, plus il y a une forte activité donc une forte activité de la part des institutions. On va voir maintenant l'inverse, les pics de volume dans une tendance baissière. Donc on va là aussi observer des pics de volume importants et réguliers à la baisse, signe de la sortie des institutions sur le titre. Donc là je vous ai montré le titre Meta, à la fois à la hausse dernièrement et à la fois à la baisse il y a de ça un peu plus d'un an, et on voit que c'est des cycles. Et les institutions, à ce moment-là, en 2022, avaient décidé de sortir du titre Meta. Et on le voit clairement, puisqu'il y a beaucoup plus de flèches rouges ici que de flèches vertes, signe que les institutions larguent massivement leurs titres et les refourguent à qui? Aux traders particuliers qui n'ont pas les connaissances suffisantes pour comprendre qu'on est sur un actif qui est plus intéressant du côté des institutions. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des creux de volume. Un creux de volume, ça se caractérise comment? En fait, c'est l'offre qui se tarit, c'est finalement une faible activité sur le titre, et c'est là l'inverse des pics de volume, c'est-à-dire qu'on a des volumes anormalement peu importants, c'est-à-dire sous la zone de moyenne mobile, sous la moyenne mobile ici. Donc on a la moyenne mobile qui nous définit un volume moyen, et si on est nettement en dessous, ça nous indique qu'on a un creux de volume. Donc ça traduit quoi? Ça traduit qu'il
il y a un tarissement de l'offre, l'offre se tarit, et on a la majorité des intervenants qui gardent leur titre en portefeuille. Et c'est souvent signe d'une activité future assez intéressante et assez importante. Alors, maintenant, on va essayer de voir un petit peu l'action du prix avec voilà, comment ça se comporte entre l'offre et la demande. Donc, c'est toujours un rapport de force, si vous voulez, entre l'offre et la demande. Et quand on est dans une tendance haussière, ce rapport de force, il est déséquilibré. Les acheteurs sont plus nombreux et tradent en plus grosse quantité que les vendeurs. Donc ça se voit sur les volumes. Et donc, la demande est supérieure à l'offre, et ce qui va provoquer l'appréciation du prix. Donc, je vous ai fait un petit schéma ici. On a un niveau de prix, les acheteurs sont bien plus importants que les vendeurs. À un moment donné, il n'y a plus d'offres sur ce niveau-là. Pour la demande en cours, donc cette demande est tellement importante pour l'offre qui est trop faible, on va aller chercher de l'offre plus haut. Et ainsi de suite. On va finalement arriver sur un nouveau niveau d'offre. On va finir par l'épuiser et on va aller chercher encore une fois un niveau d'offre supérieur pour rassasier ces acheteurs qui sont des morts de faim. Et ce qui va provoquer naturellement des dynamiques haussières. Et on le voit comment? On le voit par des gros volumes acheteurs, des gros pics de volume acheteurs, ce qui fait qu'on a une forte activité, une forte demande, et le prix s'apprécie parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de l'autre côté. À la fois, on va parler cette fois-ci donc de la tendance baissière. Là aussi, c'est un rapport de force entre l'offre et la demande qui est déséquilibré, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire les vendeurs sont plus nombreux et tradent en plus grosse quantité que les acheteurs. Donc les pics de volume baissiers sont plus importants que les pics de volume haussiers. Et l'offre est supérieure à la demande et le prix diminue. On arrive sur un prix, les vendeurs se font plus présents, ils larguent un maximum de titres. Les acheteurs ne sont pas assez présents en face pour absorber cette offre qui arrive en abondance, ce qui fait qu'on va rechercher des acheteurs sur un palier plus bas. Le palier plus bas arrive, les acheteurs essayent d'absorber cette offre vendeuse, mais elle est tellement importante qu'on va rechercher et continuer d'aller chercher des acheteurs un petit peu plus bas, ce qui fait qu'on a des paliers comme ça qui se font grignoter, et ce qui provoque une dynamique baissière. Pour la tendance neutre, si vous voulez, c'est un rapport de force qui est équilibré. C'est du ping-pong. On a un peu d'acheteurs, on a un peu de vendeurs, on a un peu d'acheteurs, on a un peu de vendeurs. Ok. Finalement, sur la masse globale, les acheteurs sont aussi nombreux que les vendeurs. Alors, pas forcément au même prix. Hein. On peut avoir des acheteurs sur 14 € et des vendeurs sur 15 €. On a un peu plus d'acheteurs à 14 €, un peu plus de vendeurs à 15 €, ce qui fait que ça équilibre et qu'on a un range. Ok. Et donc la demande est plus ou moins équivalente à l'offre, ce qui fait que le prix va stagner. Okay. Maintenant, ce qui est intéressant et ce que je traite moi, c'est la transition de la tendance neutre à la tendance haussière. Okay. C'est un rapport de force qui est en train de se déséquilibrer, puisqu'il est équilibré. Hein, si on vient de parler du range. Dans un range, le rapport de force il est plus ou moins équilibré. Alors c'est pas forcément sur le même niveau, c'est un niveau là, un niveau là. Mais grosso modo, c'est équilibré. Et bien, pour passer de cette tendance neutre à une tendance haussière, et ben, on va observer un déséquilibre qui va se mettre en place. Donc l'offre diminue car les acheteurs gardent leur titre en portefeuille, donc l'offre se tarit, ou alors les acheteurs deviennent plus nombreux et absorbent l'offre vendeuse. Quoi qu'il arrive, les vendeurs, l'offre vendeuse se fait absorber, c'est ce qui provoque l'accélération haussière. Mais il y a deux possibilités. Les acheteurs gardent leur titre en portefeuille, ce qui fait que ils ne deviennent pas des vendeurs et donc il n'y a pas suffisamment d'offres et on va chercher de l'offre plus haut. Soit les acheteurs deviennent plus nombreux et donc absorbent cette offre vendeuse. Ok. Donc ici on est dans un range, donc les forces sont équilibrées, puis à un moment donné, les acheteurs restent, disons, sur la même quantité, le même volume, et c'est par contre l'offre qui diminue car voilà, les acheteurs gardent leur titre en portefeuille et donc ils arrêtent de vendre. Ici, on a des acheteurs qui deviennent à leur tour vendeurs, qui eux deviennent à leur tour acheteurs. Si vous voulez, c'est du ping-pong. Un acheteur ici va peut-être devenir vendeur là, ce qui va créer un range.
Là, les acheteurs n'ont pas décidé de vendre, admettons, sur la zone de résistance, donc la zone d'offre, et donc ce qui fait que l'offre diminue et les acheteurs sont toujours présents, ce qui fait qu'à un moment donné, on break ce niveau-là parce qu'il n'y a plus suffisamment d'offres. Et on enchaîne avec une dynamique haussière, là aussi sur un nouveau niveau, où on va venir absorber cette offre jusqu'à l'absorber complètement, et c'est là où on va encore passer d'un palier au-dessus. La deuxième possibilité, c'est que on a donc ce jeu de ping-pong ici, entre l'offre et la demande, dans un range, un équilibre qui est trouvé, entre deux niveaux par exemple, et puis on a l'offre qui diminue simplement parce qu'il y a de nouveaux acheteurs qui arrivent. Ok, c'est pas simplement ceux qui gardent leur titre en portefeuille, c'est éventuellement des nouveaux acheteurs, via un catalyseur, ça peut être des résultats, ça peut être une annonce, et donc l'offre ne suffit plus à cette demande qui est croissante et qui augmente fortement. Ce qui fait qu'on va breaker ce niveau puisqu'il n'y a pas suffisamment d'offres pour ce flux d'acheteurs qui arrive, et on va arriver sur un autre niveau où on va essayer, et donc c'est cette transition-là du neutre à la tendance haussière qu'on essaye de trader, et après la tendance va continuer de passer de palier en palier, de niveau en niveau, en absorbant les quelques vendeurs qu'il y a sur ces niveaux-là. Et donc, tout ça pour arriver où finalement? À la contraction de la volatilité. La contraction de volatilité, ce n'est ni plus finalement que le résultat entre l'offre et la demande. Ce déséquilibre, on est dans un range et à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se fait. Lors de cette latéralisation, la volatilité se calme et les volumes du coup diminuent. Souvent, ça se traduit du coup par une offre qui se tarit, qui s'épuise. Les opérateurs stockent en portefeuille, par exemple, et ils ne deviennent pas des vendeurs, et donc face à la demande toujours aussi importante, ou toujours aussi, soit elle est plus importante, soit elle est toujours la même, on a une explosion du prix pour aller chercher de l'offre plus haut, et donc on va enfin assouvir cette demande acheteuse. Pour assouvir ces achats, il faut aller chercher de l'offre toujours plus haut. Okay. Donc c'est l'importance de la contraction de la volatilité, ce n'est ni plus ni moins le résultat entre l'offre et la demande, et ce qui est intéressant c'est que vous avez un scénario qui est explosif et vous avez un stop qui est très court, et nous ce qu'on veut c'est un stop qui soit très court. Ok. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, c'était une vidéo qui était assez longue, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un maximum de likes, ça me fait toujours plaisir, on essaie de casser au moins les 100 likes, et je vous fais des vidéos de ce type à l'avenir. Salut!